Le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, partie 1. Chapitre 1. Monsieur Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock Holmes, qui d'ordinaire se levait fort tard le matin, exception faite de ces occasions assez fréquentes où il restait éveillé toute la nuit, était assis à la table du petit déjeuner. Je me tenais sur le tapis du foyer et ramassais la canne que notre visiteur avait oubliée la veille au soir. C'était un bel objet de bois épais, terminé par un gros pommeau. Juste en dessous se trouvait une bague d'argent de près d'1 pouce de large. On y lisait l'inscription « À James Mortimer, M.R.C.S. de la part de ses amis du C.C.H. », accompagnée de la date 1884. C'était exactement le genre de canne que portait jadis le médecin de famille à l'ancienne, digne, solide et rassurante. « Eh bien, Watson, qu'en concluez-vous » Holmes me tournait le dos et je ne lui avais donné aucun signe de mon occupation. « Comment saviez-vous ce que je faisais ? On croirait que vous avez des yeux derrière la tête. »« J'ai à tout le moins une cafetière en argent bien astiquée devant moi, répondit-il. Mais dites-moi, Watson, que pensez-vous de la canne de notre visiteur ? Puisque nous avons eu le malheur de le manquer et que nous ignorons tout de sa requête, ce souvenir accidentel prend de l'importance. Dites-moi ce que vous reconstituez de l'homme d'après l'examen de cet objet. Je pense, commençai-je, en suivant autant que possible les méthodes de mon compagnon, que le docteur Mortimer est un médecin d'un certain âge qui a réussi. Il est très estimé, puisque ceux qui le connaissent lui ont offert ce témoignage de leur appréciation. « Bien !» s'exclama Holmes. « Excellent !» Je pense aussi que les probabilités penchent en faveur d'un pratricien de campagne qui fait une grande partie de ses visites à pied. Pourquoi donc ? Parce que cette canne, bien qu'élégante à l'origine, a été si abîmée que j'ai du mal à imaginer un pratricien de ville la porter. Son épée en bout de fer est usée, il est donc évident que son propriétaire a énormément marché avec elle. « Parfaitement juste, » dit Holmes. « Et puis il y a ces amis du C.C.H. Je parierais pour un club de chasse, le club local dont il a peut-être soigné les membres et qui lui a offert ce petit présent en retour. »« Vraiment, Watson, vous vous surpassez, » affirma Holmes en repoussant la chaise pour allumer une cigarette. « Je dois dire que dans tous les comptes rendus que vous avez eu la bonté de donner de mes modestes exploits, vous avez toujours sous-estimé vos propres capacités. Vous n'êtes peut-être pas vous-même lumineux, mais vous êtes un conducteur de lumière. Certaines personnes, sans posséder de génie, ont le remarquable pouvoir de le stimuler. J'avoue, mon cher ami, que je vous suis très redevable. Il n'en avait jamais tant dit auparavant, et je dois admettre que ces paroles me causèrent un vif plaisir, car j'avais souvent été piqué par son indifférence envers mon admiration et les efforts que je faisais pour faire connaître ses méthodes. J'étais fier aussi de penser que j'avais assez maîtrisé son système pour l'appliquer d'une manière qui méritait son approbation. Il prit alors la canne de mes mains et l'examina quelques minutes à l'œil nu. Puis, avec une expression d'intérêt, il posa sa cigarette, emporta la canne vers la fenêtre et l'examina de nouveau avec une loupe. « Intéressant, quoique élémentaire, fit-il en retournant à son coin de canapé favori. Il y a certainement 1 ou 2 indices sur cette canne. Elle nous donne la base de plusieurs déductions. »« Quelque chose m'aurait-il échappé ?» demandai-je avec une certaine importance. « J'espère n'avoir rien omis de conséquent. »« Je crains, mon cher Watson, que la plupart de vos conclusions ne soient erronées. Quand j'ai dit que vous me stimuliez, je voulais dire, pour être franc, qu'en notant vos erreurs, j'étais parfois guidé vers la vérité. Non pas que vous ayez entièrement tort dans le cas présent. L'homme est certainement un pratricien de campagne, et il marche beaucoup. J'avais donc raison, jusque-là. Mais ce n'était pas tout. Non, non, mon cher Watson, pas tout, loin de là. Je suggérerais par exemple qu'un cadeau offert à un médecin provient plus probablement d'un hôpital que d'un club de chasse, et que lorsque les initiales C.C. précèdent cet hôpital, les mots Charing Cross se présentent tout naturellement à l'esprit. Vous avez peut-être raison. Les probabilités vont dans ce sens. Et si nous prenons cela comme hypothèse de travail, nous avons une nouvelle base pour commencer notre construction de ce visiteur inconnu. Eh bien alors, supposons que C.C.H. signifie effectivement Charing Cross Hospital. Quelles autres déductions pouvons-nous en tirer ? Aucune ne vous vient à l'esprit, Watson ? Vous connaissez mes méthodes, appliquez-les. Je ne vois que la conclusion évidente que cet homme a exercé en ville avant d'aller à la campagne. Je pense que nous pourrions nous risquer un peu plus loin. Considérez la chose sous cet angle. À quelle occasion serait-il le plus probable qu'un tel présent soit fait ? Quand ses amis s'uniraient-ils pour lui donner un gage de leur estime ? Évidemment, au moment où le docteur Mortimer s'est retiré du service de l'hôpital pour s'installer à son compte. Nous savons qu'il y a eu un cadeau. Nous pensons qu'il y a eu un passage d'un hôpital de ville à une clientèle de campagne. Est-ce alors poussé trop loin que de dire que le cadeau a été offert à l'occasion de ce changement ? Cela semble en effet probable.
Or, vous remarquerez qu'il ne pouvait pas faire partie du personnel titulaire de l'hôpital, car seul un homme bien établi dans une clientèle londonienne pourrait occuper un tel poste, et un tel homme ne s'exilerait pas à la campagne. Qu'était-il alors? S'il était à l'hôpital sans être titulaire, il ne pouvait être qu'un interne, à peine plus qu'un étudiant de dernière année, et il est parti il y a 5 ans. La date est sur la canne. Ainsi votre grave médecin de famille d'âge mûr s'évanouit dans les airs, mon cher Watson, et il en émerge un jeune homme de moins de 30 ans, aimable, sans ambition, distrait et possesseur d'un chien favori que je décrirai approximativement comme étant plus grand qu'un terrier et plus petit qu'un mastif. Je ris avec incrédulité tandis que Sherlock Holmes s'adossait au canapé et lançait de petits ronds de fumée tremblotants vers le plafond. En ce qui concerne la dernière partie, je n'ai aucun moyen de le vérifier, dis-je, mais il ne sera pas difficile de découvrir quelques détails sur l'âge et la carrière professionnelle de cet homme. De ma petite étagère médicale, je descendis l'annuaire médical et cherchai le nom. Il y avait plusieurs Mortimer, mais un seul pouvait être notre visiteur. Je lus sa fiche à haute voix. Mortimer James, MRCS, 1882 Grimpen, Dartmoor, Devon. Interne de 1882 à 1884 à l'hôpital de Charing Cross. Lauréat du prix Jackson de la pathologie comparée, avec un essai intitulé « La maladie est-elle une réversion ?» Membre correspondant de la Société de pathologie de Suède. Auteur de « Quelques bizarreries de l'atavisme », lancé 1882. Progressons-nous, journal de psychologie, mars 1883. Médecin officiel pour les paroisses de Grimpen, Thornleigh et High Barrow. Pas de mention de ce club de chasse local, Watson, dit Holmes avec un sourire malicieux. Mais bien un médecin de campagne, comme vous l'avez observé très astucieusement. Je pense que mes déductions sont assez justifiées. Quant aux adjectifs, j'ai dit, si je me souviens bien, aimable, sans ambition et distrait. D'après mon expérience, seul un homme aimable reçoit des témoignages de sympathie. Seul un homme sans ambition abandonne une carrière à Londres pour la campagne. Et seul un homme distrait laisse sa canne et non sa carte de visite après avoir attendu 1 heure dans votre salon. Et le chien? Il a l'habitude de porter cette canne derrière son maître. Comme elle est lourde, le chien la serre fermement par le milieu, et les marques de ses dents sont très nettement visibles. La mâchoire du chien, telle qu'elle apparaît dans l'espace entre ses marques, est à mon avis trop large pour un terrier, et pas assez pour un mastif. Cela pourrait être... Diantre, oui, c'est un épagnol à poils bouclés. Tout en parlant, il s'était levé et arpentait la pièce. Il s'arrêta dans l'embrasure de la fenêtre. Il y avait un tel accent de conviction dans sa voix que je levai les yeux de surprise. « Mon cher ami, comment pouvez-vous en être si sûr ?»« Pour la simple raison que je vois le chien lui-même sur notre perron. Et voici le coup de sonnette de son propriétaire. Ne bougez pas, je vous en prie, Watson, c'est un confrère, et votre présence pourra m'être utile. Voici le moment dramatique du destin, Watson, où l'on entend sur l'escalier un pas qui entre dans notre vie, sans savoir si c'est pour le bien ou pour le mal. Que va demander le docteur James Mortimer, l'homme de science, à Sherlock Holmes, le spécialiste du crime? Entrez. L'apparence de notre visiteur me surprit, car je m'attendais à un pratricien de campagne typique. C'était un homme très grand et maigre, avec un long nez comme un bec, qui s'élançait entre 2 yeux gris et perçants, très rapprochés, et qui brillaient vivement derrière une paire de lunettes à monture dorée. Il était vêtu d'une manière professionnelle, mais assez négligée, car sa redingote était défraîchie et son pantalon élimé. Malgré sa jeunesse, il avait déjà le dos voûté et il marchait la tête penchée en avant, avec un air général de bienveillance. En entrant, ses yeux tombèrent sur la canne dans la main de Holmes, et il courut vers elle avec une exclamation de joie. « Je suis si heureux !» s'exclama-t-il. « Je me demandais si je l'avais laissée ici ou au bureau maritime. Pour rien au monde je ne voudrais perdre cette canne. »« Un cadeau, je suppose, » dit Holmes. « Oui, monsieur. »« De l'hôpital de Charing Cross ?»« De la part d'un ou 2 amis là-bas, à l'occasion de mon mariage. »« Ah, comme c'est fâcheux !» se lamenta Holmes en secouant la tête. Le docteur Mortimer cligna des yeux derrière ses lunettes avec un léger étonnement. « En quoi est-ce fâcheux ? » ?»« C'est seulement que vous avez bouleversé nos petites déductions. Votre mariage, dites-vous ? » ?»« Oui, monsieur, je me suis marié, et j'ai donc quitté l'hôpital, et avec lui tout espoir d'un poste de consultant. Il était nécessaire de fonder mon propre foyer. »« Allons, allons, nous n'étions pas si loin du compte, après tout, » dit Holmes. « Et maintenant, docteur James Mortimer, monsieur, s'il vous plaît, un humble MRCS. » Et un homme à l'esprit précis, de toute évidence. Un amateur de science, monsieur Holmes, un ramasseur de coquillages sur les rivages du grand inconnu. Je présume que c'est à monsieur Sherlock Holmes que je m'adresse, et non...
C'est cela, et voici mon ami, le docteur Watson. Ravi de vous rencontrer, monsieur. J'ai entendu mentionner votre nom en lien avec celui de votre ami. Vous m'intéressez beaucoup, monsieur Holmes. Je m'attendais peu à un crâne aussi dolichocéphale, ou à un développement supraorbital aussi marqué. Auriez-vous une objection à ce que je passe mon doigt le long de votre bosse pariétale ? Un moulage de votre crâne, monsieur, en attendant que l'original soit disponible, serait l'ornement de tout musée anthropologique. Ce n'est pas mon intention d'être obséquieux, mais j'avoue que je convoite votre crâne. Sherlock Holmes fit signe à notre étrange visiteur de s'asseoir. « Vous êtes un passionné dans votre domaine, je le vois, monsieur, comme je le suis dans le mien, dit-il. Je remarque à votre index que vous roulez vos propres cigarettes, n'hésitez pas à en allumer une. » L'homme sortit du papier et du tabac et les mania avec une dextérité surprenante. Il avait des doigts longs et tremblants, aussi agiles et agités que les antennes d'un insecte. Holmes restait silencieux, mais ses petits regards vifs me montraient l'intérêt qu'il portait à notre curieux compagnon. « Je présume, monsieur, finit-il par dire, que ce n'est pas seulement dans le but d'examiner mon crâne que vous m'avez fait l'honneur de passer ici hier soir et de nouveau aujourd'hui. Non, monsieur, bien que je sois heureux d'en avoir eu l'occasion. Je suis venu à vous, monsieur Holmes, parce que je reconnais que je suis moi-même un homme peu pratique et que je suis soudainement confronté à un problème des plus graves et des plus extraordinaires. Vous reconnaissant comme le deuxième meilleur expert d'Europe, vraiment, monsieur ? Puis-je demander qui a l'honneur d'être le premier, s'enquit Holmes avec une certaine âpreté. Pour un homme à l'esprit rigoureusement scientifique, les travaux de monsieur Bertillon seront toujours d'un grand attrait. Alors ne vaudrait-il pas mieux le consulter ? J'ai dit, monsieur, pour l'esprit rigoureusement scientifique. Mais en tant qu'homme d'action pragmatique, il est admis que vous êtes sans égal. J'espère, monsieur, n'avoir pas par mégarde, juste un peu, répondit Holmes. Je pense, docteur Mortimer, qu'il serait sage de m'expliquer sans plus de préambule la nature exacte du problème pour lequel vous sollicitez mon aide. Chapitre 2. La malédiction des Baskerville. J'ai un manuscrit dans ma poche, annonça le docteur James Mortimer. Je l'ai remarqué à votre arrivée, dit Holmes. Il est ancien. Du début du XVIIIe siècle, si ce n'est pas un faux. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, monsieur ? Durant notre discussion, vous m'en avez présenté un pouce ou deux à l'examen. Il faudrait être un piètre expert pour n'être pas capable de dater un document à une décennie près. Vous avez peut-être lu ma petite monographie sur le sujet. Je le situe vers 1730. La date exacte est 1742. Le docteur Mortimer le sortit de sa poche. Ce document de famille m'a été confié par Sir Charles Baskerville, dont la mort soudaine et tragique, il y a environ 3 mois, a causé beaucoup d'émotions dans le Devonshire. Je puis affirmer avoir été son ami autant que son médecin traitant. C'était un homme à l'esprit solide, monsieur, fin, pragmatique, et aussi peu imaginatif que je le suis moi-même. Pourtant, il prenait ce document très au sérieux, et son esprit était préparé à une fin du genre de celle qu'il a finalement emportée. Holmes tendit la main pour prendre le manuscrit et l'aplatit sur son genou. Vous remarquerez, Watson, l'usage alterné du S long et du S court. C'est l'un des nombreux indices qui m'ont permis de fixer la date. Je regardai par-dessus son épaule le papier jauni et l'écriture décolorée. En tête était écrit « Baskerville Hall » et au-dessous, en grands chiffres griffonnés, 1742. Cela semble être une sorte de déclaration. Oui, c'est le récit d'une certaine légende qui court dans la famille Baskerville. Mais j'ai cru comprendre que c'était sur quelque chose de plus moderne et de plus pratique que vous souhaitiez me consulter. Tout à fait moderne, une affaire très pratique et urgente qui doit être tranchée dans les 24 heures. Toutefois, le manuscrit est court et intimement lié à l'affaire. Avec votre permission, je vais vous le lire. Holmes se rencogna dans son fauteuil, joignit les extrémités de ses doigts et ferma les yeux d'un air résigné. Le docteur Mortimer tourna le manuscrit vers la lumière et, d'une voix aiguë et rauque, entama la lecture de ce très curieux récit d'un autre temps. Sur l'origine du chien des Baskerville, il y a eu bien des versions. Pourtant, comme je descends en ligne directe d'Hugo Baskerville et que je tiens cette histoire de mon père, qui la tenait lui-même du sien, je l'ai couchée par écrit avec la conviction profonde qu'elle s'est déroulée telle qu'elle est ici rapportée. Et je voudrais vous faire croire, mes fils, que la même justice qui punit le péché peut aussi, dans sa grande grâce, le pardonner, et qu'aucun interdit n'est si lourd qu'il ne puisse être levé par la prière et le repentir. Apprenez donc, par cette histoire, à ne pas craindre les fruits du passé, mais plutôt à être circonspect à l'avenir, afin que les viles passions dont notre famille a si cruellement souffert ne soient pas de nouveau déchaînées pour notre perte. Sachez donc qu'au temps de la Grande Rébellion, dont je recommande vivement l'histoire écrite par le distingué Lord Clarendon, ce manoir de Baskerville était tenu par Hugo du même nom, et l'on ne saurait nier qu'il était un homme des plus sauvages, profanes et impies. À dire vrai, ses voisins auraient pu lui pardonner cela,
car les saints n'ont jamais fleuri dans ces contrées. Mais il y avait en lui un caractère licencieux et cruel qui rendit son nom célèbre dans tout l'Ouest. Il advint que cet Hugo s'éprit, si tant est qu'une passion si sombre puisse porter un nom si radieux, de la fille d'un propriétaire terrien des environs. Mais la jeune fille, discrète et de bonne renommée, prenait bien soin de l'éviter à cause de sa mauvaise réputation. Il arriva donc qu'à la Saint-Michel, Hugo, accompagné de 5 ou 6 de ses oisifs et méchants compagnons, s'introduisit à la ferme et enleva la demoiselle, profitant de l'absence de son père et de ses frères. Lorsqu'ils l'eurent amenée au manoir, la jeune fille fut placée dans une chambre en hauteur, tandis qu'Hugo et ses amis s'installaient pour une longue débauche comme chaque soir. À ce moment-là, la pauvre enfant était au bord de perdre la raison à cause des chants, des cris et des terribles jurons qui lui parvenaient d'en bas, car on dit que les mots proférés par Hugo Baskerville, quand il était pris de vin, étaient de ceux qui auraient pu foudroyer l'homme qui les prononce. Enfin, au comble de l'angoisse, elle fit ce qui aurait pu décourager l'homme le plus brave ou le plus agile. À l'aide du lierre qui couvrait, et couvre encore le mur sud, elle descendit du toit et s'enfuit vers sa demeure à travers la lande qui se trouvait à 3 lieues du manoir. Peu après, Hugo quitta ses invités pour porter à manger et à boire, et peut-être d'autres choses pires encore, à sa captive, et trouva la cage vide et l'oiseau envolé. Alors il sembla possédé par un démon. Il se précipita dans l'escalier et rejoignit la salle à manger où il bondit sur la grande table, en voyant valser flacons et plateaux, et cria devant toute l'assistance qu'il livrerait cette nuit même son corps et son âme aux puissances du mal s'il pouvait seulement rattraper la jeune fille. Et tandis que les convives restaient pétrifiés devant la furie de cet homme, l'un d'eux, plus méchant ou peut-être plus ivre que les autres, s'écria qu'il n'avait qu'à lancer les chiens à sa poursuite. À ces mots, Hugo courut hors de la maison, ordonnant à ses palefreniers de sceller sa jument et de lâcher la meute. Et donnant au chien un mouchoir de la jeune fille, il les mit sur sa piste et partit à corps perdu à travers la lande, sous la lumière de la lune. Pendant un certain temps, les fêtards restèrent bouche bée, incapables d'appréhender des événements aussi subits. Mais bientôt, leurs esprits embrumés comprirent ce qui se passait. Dans le tumulte général, certains réclamèrent leurs pistolets, d'autres leurs chevaux, d'autres encore un nouveau flacon de vin. Enfin, un peu de bon sens revint à leurs esprits dérangés, et tous 13 enfourchèrent leurs montures et se joignirent à la poursuite. La lune brillait d'un éclat vif au-dessus d'eux, et ils chevauchaient à bride abattue, suivant le chemin que la jeune fille avait dû emprunter pour atteindre sa demeure. Ils avaient fait 1 mille ou 2 lorsqu'ils croisèrent un berger. Ils lui demandèrent avec furie s'il avait vu la meute. L'homme, raconte-t-on, était terrifié au point de peiner à s'exprimer. Pourtant, il finit par confirmer qu'il avait bien vu la malheureuse jeune fille et les chiens sur sa trace. « Mais j'ai vu plus que cela !» ajouta-t-il, car Hugo Baskerville est passé devant moi sur sa jument noire, et derrière lui courait en silence un chien de l'enfer. Que Dieu me garde d'en avoir jamais un semblable sur mes talons. Les cavaliers ivres maudirent le berger et poursuivirent leur route. Mais bientôt, leur sang se glaça quand un bruit de galop retentit sur la lande et que la jument noire passa près d'eux, couverte d'écume blanche, la bride traînant au sol et la selle vide. Alors, envahis d'une grande frayeur, ils se serrèrent les uns contre les autres. Néanmoins, ils continuèrent à suivre la piste, bien que chacun, s'il avait été seul, eût été bien aise de faire demi-tour. Chevauchant à une allure lente, ils finirent par arriver près des chiens. Ceux-ci, pourtant réputés pour leur courage et leur race, gémissaient en cercle au bord d'un profond ravin, ou goyal, comme nous les appelons sur la lande. Certains s'esquivaient, et d'autres, le poil hérissé et l'œil fixe, regardaient au fond de l'étroite vallée qui s'étendait devant eux. La compagnie s'était arrêtée, ces hommes désormais bien plus sobres, vous l'imaginez bien, qu'au moment du départ. La plupart refusaient d'avancer, mais 3 d'entre eux, les plus hardis, ou peut-être les plus ivres, s'engagèrent dans le vallon. Il s'ouvrait sur un large espace où se dressaient 2 de ces grandes pierres que l'on y voit encore, érigées par des peuples oubliés des temps anciens. La lune brillait d'un vif éclat sur la clairière, et là, au centre, gisait la malheureuse jeune fille, là où elle était tombée, morte de peur et de fatigue. Pourtant, ce ne fut ni son cadavre, ni celui d'Hugo Baskerville, gisant près d'elle, qui fit dresser les cheveux sur la tête de ces 3 débauchés. Debout, au-dessus d'Hugo, et lui déchirant la gorge, se tenait une créature immonde, une bête immense et noire, de la forme d'un chien, mais plus grande que tout chien que l'œil d'un mortel ait jamais contemplé. Et alors qu'il ne pouvait en détacher les yeux, la créature arracha la gorge d'Hugo Baskerville. Puis, comme elle tournait vers eux ses yeux flamboyants et ses mâchoires dégoulinantes, tous 3 hurlèrent de terreur et s'enfuirent au triple galop, criant toujours à travers la lande. On raconte qu'à cause de cette vision, l'un mourut la nuit même et que les 2 autres ne furent plus que des hommes brisés pour le restant de leurs jours. Telle est l'histoire, mes fils, de l'origine du chien dont on dit qu'il tourmente si cruellement notre famille depuis lors. Si je l'ai mise par écrit,
c'est parce que ce qui est clairement connu inspire moins de terreur que ce qui n'est que suggéré ou deviné. On ne pourrait certes nier que beaucoup de membres de la famille ont connu des morts malheureuses, soudaines, sanglantes et mystérieuses. Cependant, nous pouvons nous abriter sous l'infinie bonté de la Providence, qui ne saurait punir éternellement l'innocent, au-delà de cette 3e ou 4e génération menacée dans les Saintes Écritures. À cette Providence, mes fils, je vous recommande par la présente, et je vous conseille, par précaution, de vous abstenir de traverser la lande pendant ces heures sombres où les puissances du mal sont exaltées. Ceci, de la part d'Hugo Baskerville à ses fils Roger et John, avec instruction de n'en rien dire à leur sœur Elizabeth. Lorsque le docteur Mortimer eut fini la lecture de cet étrange récit, il remonta ses lunettes sur son front et fixa M. Sherlock Holmes. Ce dernier bâilla et jeta le bout de sa cigarette dans le feu. « Eh bien, dit-il, ne trouvez-vous pas cela intéressant ? Pour un amateur de contes de fées, sans doute. » Le docteur Mortimer sortit un journal plié de sa poche. « Maintenant, monsieur Holmes, nous allons vous donner quelque chose d'un peu plus récent. Voici le Devon County Chronicle du 14 juin de cette année. C'est un court compte-rendu des faits établis lors du décès de Sir Charles Baskerville, survenu quelques jours avant cette date. » Mon ami se pencha légèrement en avant et son expression devint attentive. Notre visiteur réajusta ses lunettes et commença. La mort soudaine et récente de Sir Charles Baskerville, dont le nom avait été évoqué comme candidat libéral probable pour le Mid-Devon aux prochaines élections, a jeté un voile de tristesse sur le comté. Bien que Sir Charles n'ait résidé à Baskerville Hall que pendant une période relativement courte, son amabilité et son extrême générosité lui avaient acquis l'affection et le respect de tous ceux qui avaient été en contact avec lui. En ces temps de nouveau riches, il est réconfortant de trouver un cas où le descendant d'une vieille famille du comté, tombé en disgrâce, est capable de faire sa propre fortune et de la rapporter avec lui pour restaurer la grandeur déchue de sa lignée. Sir Charles, comme chacun le sait, a réalisé d'importants bénéfices dans des spéculations en Afrique du Sud. Plus sage que ceux qui s'acharnent jusqu'à ce que la roue tourne contre eux, il a réalisé ses bénéfices et est revenu en Angleterre avec eux. Il n'était installé à Baskerville Hall que depuis 2 ans, mais ses projets de reconstruction étaient de notoriété publique, projets que sa mort a interrompus. Comme il n'avait pas d'enfant, son désir ouvertement exprimé était que toute la région profite, de son vivant, de sa bonne fortune, et beaucoup auront des raisons personnelles de déplorer sa fin prématurée. Ses généreuses donations aux œuvres de bienfaisance locales et départementales ont été fréquemment relatées dans nos colonnes. On ne peut pas dire que les circonstances liées à la mort de Sir Charles aient été entièrement éclaircies par l'enquête, mais à tout le moins, on a fait suffisamment pour écarter ces rumeurs auxquelles la superstition locale a donné naissance. Il n'y a aucune raison de soupçonner un acte criminel ou d'imaginer que la mort puisse provenir de causes qui ne seraient pas naturelles. Sir Charles était veuf et possédait un esprit quelque peu excentrique. Malgré sa richesse considérable, il était simple dans ses goûts, et son personnel de maison à Baskerville Hall se composait d'un couple marié nommé Barrymore, le mari faisant office de majordome et la femme de gouvernante. Leur témoignage, corroboré par celui de plusieurs amis, tend à montrer que la santé de Sir Charles était altérée depuis quelque temps et indique surtout une affection cardiaque qui se manifestait par des changements de teint, des essoufflements et des crises aiguës de dépression nerveuse. Le docteur James Mortimer, ami et médecin du défunt, a témoigné dans le même sens. Les faits de l'affaire sont simples. Chaque soir, avant de se coucher, Sir Charles Baskerville avait l'habitude de se promener dans la célèbre allée des Ifs de Baskerville Hall. Le témoignage des Barrymore le confirme. Le 4 juin, Sir Charles avait déclaré son intention de partir le lendemain pour Londres et avait ordonné à Barrymore de préparer ses bagages. Cette nuit-là, il sortit, comme d'habitude, pour sa promenade nocturne au cours de laquelle il avait l'habitude de fumer un cigare. Il ne revint jamais. À minuit, Barrymore, trouvant la porte du manoir encore ouverte, s'alarma, alluma une lanterne et partit à la recherche de son maître. La journée avait été pluvieuse et les traces de pas de Sir Charles étaient facilement repérables le long de l'allée. À mi-chemin de ce passage se trouve une grille qui donne sur la lande. Certains indices montrent que Sir Charles s'y était arrêté un certain temps. Il a ensuite poursuivi son chemin dans l'allée, et c'est à l'extrémité de celle-ci que son corps fut découvert. Un fait demeure inexpliqué. Barrymore a affirmé que les empreintes de son maître ont changé de forme à partir du moment où il a dépassé la grille de la lande. Il aurait alors semblé marcher sur la pointe des pieds. Un certain Murphy, un bohémien marchand de chevaux, se trouvait sur la lande à peu de distance à ce moment-là, mais était de son propre aveu sous l'emprise de la boisson. Il déclare avoir entendu des cris, sans pouvoir préciser d'où ils venaient. Aucun signe de violence ne fut découvert sur la personne de Sir Charles, et, bien que le témoignage du médecin ait signalé une distorsion faciale presque incroyable,
si grande que le docteur Mortimer refusa d'abord de croire qu'il s'agissait bien de son ami et patient, on expliqua que ce n'est pas un symptôme inhabituel dans les cas de dyspnée et de mort par crise cardiaque. Cette explication a été confirmée par l'autopsie qui a révélé une maladie organique de longue date et le jury a rendu un verdict conforme aux conclusions médicales. C'est une bonne chose, car il est manifestement de la plus haute importance que l'héritier de Sir Charles s'installe au manoir et poursuive le travail remarquable qui a été si tristement interrompu. Si la conclusion prosaïque du coroner n'avait pas mis fin au récit romanesque que l'on chuchotait à propos de cette affaire, il aurait pu être difficile de trouver un locataire pour Baskerville Hall. On croit savoir que le plus proche parent est M. Henry Baskerville, s'il est encore en vie, fils du frère cadet de Sir Charles Baskerville. Aux dernières nouvelles, le jeune homme se trouvait en Amérique et des recherches sont en cours pour l'informer de sa bonne fortune. Le docteur Mortimer replia son journal et le remit dans sa poche. Voilà les faits publics, monsieur Holmes, concernant la mort de Sir Charles Baskerville. Je dois vous remercier, dit Sherlock Holmes, d'avoir attiré mon attention sur une affaire qui présente certainement quelques aspects dignes d'intérêt. J'avais noté quelques commentaires de presse à l'époque, mais j'étais extrêmement occupé par cette petite affaire des camées du Vatican, et, dans mon désir d'obliger le pape, j'ai perdu le contact avec plusieurs affaires anglaises intéressantes. Cet article, dites-vous, contient tous les faits publics. Absolument. Alors parlez-moi des faits privés. Il se pencha en arrière, joignit les extrémités de ses doigts et prit son expression la plus impassible et la plus solennelle. Je vais ainsi vous révéler, répondit le docteur Mortimer, qui commençait à montrer des signes d'une vive émotion, ce que je n'ai confié à personne. Si je me suis tu durant l'enquête du coroner, c'est parce qu'un homme de science hésite à se placer publiquement dans une position qui semble cautionner une superstition populaire. J'avais en outre un autre motif. Baskerville Hall, comme le dit le journal, resterait certainement inoccupé si l'on faisait quoi que ce soit pour accroître sa réputation déjà assez sinistre. Pour ces deux raisons, j'ai pensé qu'il était justifié de ne pas tout dire, car cela n'aurait apporté aucun avantage concret, mais avec vous, je n'ai aucune raison de ne pas être parfaitement franc. La lande est très peu habitée, et ceux qui vivent à proximité les uns des autres sont amenés à se côtoyer fréquemment. C'est pourquoi j'ai beaucoup vu Sir Charles Baskerville. À l'exception de M. Frank Land de l'After Hall et de M. Stapleton le naturaliste, il n'y a pas d'autres hommes instruits à bien des milles à la ronde. Sir Charles était un homme discret, mais le hasard de sa maladie nous a rapprochés, et une communauté d'intérêt pour la science nous a maintenus ainsi. Il avait rapporté beaucoup d'informations scientifiques d'Afrique du Sud, et nous avons passé ensemble maintes soirées charmantes à discuter de l'anatomie comparée du Bushman et du Hottentot. Au cours des derniers mois, il m'est apparu de plus en plus clairement que le système nerveux de Sir Charles était tendu jusqu'au point de rupture. Il avait pris cette légende que je vous ai lue extrêmement à cœur, à tel point que, bien qu'il se promenât dans son propre domaine, rien ne pouvait l'inciter à sortir sur la lande la nuit. Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, M. Holmes, il était intimement convaincu qu'un destin terrible pesait sur sa famille, et il est vrai que les chroniques qu'il pouvait donner de ses ancêtres n'étaient guère encourageantes. L'idée d'une présence effroyable le hantait constamment, et à plus d'une occasion il m'a demandé si, lors de mes tournées médicales nocturnes, j'avais déjà vu une créature étrange ou entendu les aboiements d'un chien. Cette dernière question, il me l'a posée plusieurs fois, et toujours avec une voix qui vibrait d'excitation. Je me souviens fort bien d'être arrivé chez lui en voiture, un soir, environ 3 semaines avant l'événement fatal. Il se trouvait par hasard à la porte du manoir. J'étais descendu de mon cabriolet, et je me tenais devant lui, quand je vis ses yeux se fixer par-dessus mon épaule et regarder derrière moi avec une expression empreinte d'une horreur effroyable. Je me retournai brusquement, et j'eus juste le temps d'apercevoir quelque chose que je pris pour un grand veau noir passant à l'entrée de l'allée. Il était si agité et alarmé que je fus contraint d'aller jusqu'à l'endroit où l'animal s'était trouvé pour l'y chercher. Il avait disparu cependant, et l'incident sembla faire la pire impression sur son esprit. Je restai avec lui toute la soirée, et c'est à cette occasion, pour expliquer l'émotion qu'il avait manifestée, qu'il me confia ce récit que je vous ai lu en arrivant. Je mentionne ce petit épisode parce qu'il prend une certaine importance au regard de la tragédie qui a suivi, mais j'étais convaincu à l'époque que l'affaire était tout à fait banale et que son émotion n'avait aucune justification. C'est sur mon conseil que Sir Charles s'apprêtait à partir pour Londres. Son cœur était, je le savais, atteint, et l'anxiété constante dans laquelle il vivait, si chimérique qu'en fût la cause, avait manifestement un effet sérieux sur sa santé. Je pensais que quelques mois parmi les distractions de la ville le renverraient transformé. M. Stapleton, un ami commun qui s'inquiétait beaucoup de son état de santé, était du même avis. Au dernier instant survint cette terrible catastrophe. La nuit de la mort de Sir Charles, Barrymore, le majordome qui fit la découverte, m'envoya Perkins, le palefrenier, à cheval. Et comme je veillais tard, je pus atteindre Baskerville Hall moins d'1 heure après l'événement.
J'ai vérifié et corroboré tous les faits qui ont été mentionnés à l'enquête. J'ai suivi les traces de pas dans l'allée des ifs, j'ai vu l'endroit, près de la grille de la lande, où il semblait avoir attendu, j'ai remarqué le changement de forme des empreintes, après ce point. J'ai noté qu'il n'y avait pas d'autres traces que celles de Barrymore sur le gravier mou, et enfin, j'ai soigneusement examiné le corps qui n'avait pas été touché avant mon arrivée. Sir Charles gisait sur le ventre, les bras étendus, les doigts plantés dans le sol, et ses traits étaient convulsés par une émotion si forte que j'aurais hésité à jurer de son identité. Il n'y avait certainement aucune blessure physique d'aucune sorte, mais une déclaration incorrecte a été faite par Barrymore lors de l'enquête. Il a dit qu'il n'y avait pas de traces sur le sol autour du corps. Il n'en a pas observé, mais moi, j'en ai vu, à une courte distance de là, mais fraîches et nettes. Des empreintes ? Des empreintes. D'un homme ou d'une femme ? Le docteur Mortimer nous regarda étrangement un instant, et sa voix se réduisit à un murmure en répondant « Monsieur Holmes, c'étaient les empreintes d'un chien gigantesque. » Chapitre 3. Le problème. J'avoue qu'à ces mots, un frisson me parcourut. Il y avait dans la voix du docteur une émotion qui prouvait qu'il était lui-même profondément bouleversé par ce qu'il nous racontait. Holmes se pencha en avant dans son excitation, et ses yeux prirent cet éclat dur et sec qu'il projetait lorsqu'il était vivement intéressé. « Vous avez vu cela ? Aussi clairement que je vous vois. Et vous n'avez rien dit ? À quoi cela aurait-il servi ? Comment se fait-il que personne d'autre ne l'ait vu ? Les empreintes étaient à une vingtaine de yards du corps, et personne n'y a prêté attention. Je ne l'aurais probablement pas fait moi-même, si je n'avais pas connu cette légende. Il y a beaucoup de chiens de berger sur la lande ? Sans doute, mais ce n'était pas un chien de berger. Vous dites qu'il était grand. Énorme. Mais il ne s'était pas approché du corps. Non. Comment était la nuit ? Humide et froide. Mais il ne pleuvait pas vraiment. Non. À quoi ressemble l'allée ? Ce sont 2 rangées de vieux ifs, hauts de 12 pieds et impénétrables. Le passage au centre fait environ 8 pieds de large. Y a-t-il quelque chose entre les haies et le chemin ? Oui, il y a une bande d'herbe d'environ 6 pieds de large de chaque côté. Si j'ai bien compris, la haie d'if est percée en un point par une grille. Oui, la petite porte qui mène à la lande. Existe-t-il une autre ouverture ? Aucune. De sorte que, pour atteindre l'allée des ifs, il faut soit descendre de la maison, soit y entrer par la grille de la lande ? Il y a une sortie par un pavillon, à l'autre extrémité. Sir Charles l'avait-il atteint ? Non, il gisait à environ 50 yards de là. Maintenant, dites-moi, docteur Mortimer, et ceci est important. Les marques que vous avez vues étaient sur le sentier et non sur l'herbe. Aucune marque ne pourrait se voir sur l'herbe. Étaient-elles du même côté du sentier que la grille de la lande ? Oui, elles étaient au bord du sentier, du même côté que la grille. Vous m'intéressez au plus haut point. Autre chose, la grille était-elle fermée ? Fermée et cadenassée. Quelle était sa hauteur ? Environ 4 pieds. N'importe qui aurait donc pu passer par-dessus. Oui. Et quelle marque avez-vous vue près de la grille ? Rien de particulier. Grand Dieu, personne n'a examiné ? Si, j'ai examiné moi-même. Et vous n'avez rien relevé ? C'était très confus. Sir Charles était manifestement resté là pendant 5 ou 10 minutes. Comment le savez-vous ? Parce que la cendre de son cigare était tombée 2 fois. Excellent. Voilà un collègue, Watson, selon notre propre cœur. Mais les marques. Il avait laissé ses propres traces partout sur cette petite portion de gravier. Je n'ai pu en discerner d'autres. Sherlock Holmes frappa sa main contre son genou dans un geste d'impatience. « Si seulement j'avais été là !» s'écria-t-il. C'est évidemment une affaire d'un intérêt extraordinaire et qui offrait d'immenses opportunités à un expert scientifique. Cette page de gravier sur laquelle j'aurais pu lire tant de choses a été depuis longtemps brouillée par la pluie et effacée par les sabots de paysans curieux. Oh, docteur Mortimer, pensez que vous n'avez pas fait appel à moi. Vous avez vraiment beaucoup à vous faire pardonner. Je ne pouvais pas le faire, monsieur Holmes, sans révéler ces faits au monde entier, et j'ai déjà donné mes raisons pour l'éviter. De plus... Pourquoi hésitez-vous ? Il y a un domaine dans lequel le plus perspicace et le plus expérimenté des détectives est impuissant. Vous voulez dire que la chose est surnaturelle ? Je ne l'ai pas affirmé de façon catégorique. Non, mais vous le pensez évidemment. Depuis la tragédie, monsieur Holmes, sont parvenus à mes oreilles plusieurs incidents qu'il est difficile de concilier avec l'ordre établi de la nature. Par exemple, j'ai appris qu'avant ce terrible événement, plusieurs personnes avaient vu sur la lande une créature qui correspond au démon des Baskerville et qui ne pourrait être aucun animal connu de la science.
tous s'accordent à dire que c'était une créature immense, lumineuse, hideuse et spectrale. J'ai interrogé ces hommes, l'un d'eux est un campagnard à l'esprit solide, l'autre un maréchal ferrant, et le troisième un fermier de la lande. Ils racontent tous la même histoire sur cette apparition effroyable, qui correspond exactement au chien diabolique de la légende. Je vous assure qu'un règne de terreur s'est installé dans le district, et qu'il faut être un homme hardi pour traverser la lande la nuit. Et vous, un homme de science expérimenté, vous croyez que c'est surnaturel ? Je ne sais plus quoi croire. Holmes haussa les épaules. J'ai jusqu'ici limité mes investigations à ce monde-ci, dit-il. À ma modeste manière, j'ai combattu le mal, mais s'attaquer au prince des ténèbres lui-même serait peut-être une tâche trop ambitieuse. Pourtant, vous devez admettre que l'empreinte est matérielle. Le chien d'origine était assez matériel pour arracher la gorge d'un homme, et pourtant, il était tout aussi diabolique. Je vois que vous êtes tout à fait passé dans le camp des partisans du surnaturel. Mais maintenant, docteur Mortimer, dites-moi ceci. Si vous tenez ces opinions, pourquoi êtes-vous venu me consulter ? Vous me dites, dans le même souffle, qu'il est inutile d'enquêter sur la mort de Sir Charles et que vous désirez que je le fasse. Je n'ai jamais affirmé que c'était là mon désir. Alors comment puis-je vous aider ? En me conseillant sur ce que je dois faire de Sir Henry Baskerville qui arrive à la gare de Waterloo, le docteur Mortimer regarda sa montre, dans exactement 1h15. C'est lui l'héritier. Oui, à la mort de Sir Charles, nous nous sommes renseignés sur ce jeune homme et avons découvert qu'il était agriculteur au Canada. D'après les témoignages qui nous sont parvenus, c'est un excellent garçon à tous égards. Je parle maintenant non pas en tant que médecin, mais en tant qu'administrateur et exécuteur testamentaire de Sir Charles. Il n'y a pas d'autres prétendants, je présume ? Aucun. Le seul autre parent que nous ayons pu retracer était Roger Baskerville, le plus jeune des 3 frères dont le pauvre Sir Charles était l'aîné. Le second frère, mort jeune, est le père de ce garçon, Henry. Le troisième, Roger, était la brebis galeuse de la famille. Il tenait de la vieille souche autoritaire des Baskerville, et il était, m'a-t-on dit, le portrait craché du vieux Hugo. Il se mit dans une situation telle qu'il dut quitter l'Angleterre, s'enfuit en Amérique centrale, et y mourut en 1876 de la fièvre jaune. Henry est le dernier des Baskerville. Dans 1h05, je le rejoins à la gare de Waterloo. J'ai reçu un télégramme m'informant qu'il est arrivé à Southampton ce matin. Maintenant, monsieur Holmes, que me conseilleriez-vous de faire de lui ? Pourquoi n'irait-il pas dans la demeure de ses ancêtres ? Cela semble naturel, n'est-ce pas ? Et pourtant, considérez que chaque Baskerville qui s'y rend rencontre un destin funeste. Je suis sûr que si Sir Charles avait pu me parler avant sa mort, il m'aurait mis en garde contre le fait d'amener le dernier de sa lignée, héritier d'une immense fortune, dans cet endroit mortel. Et pourtant, on ne peut nier que la prospérité de toute cette contrée pauvre et austère dépend de sa présence. Tout le bien qui a été fait par Sir Charles s'effondrera s'il n'y a pas de résident au manoir. Je crains d'être trop influencé par mes intérêts personnels dans cette affaire, et c'est pourquoi je vous expose le cas et vous demande conseil. Holmes réfléchit un instant. Pour parler clairement, voici la situation, lança-t-il. Selon vous, il y a une influence diabolique qui fait de Dartmoor un séjour dangereux pour un Baskerville. C'est votre opinion. Je pourrais à tout le moins aller jusqu'à dire qu'il y a des preuves que cela pourrait être le cas. Précisément, mais enfin, si votre théorie surnaturelle est correcte, elle pourrait faire du mal au jeune homme à Londres aussi facilement que dans le Devonshire. Un démon doté de pouvoirs simplement locaux, comme un conseil de paroisse, serait une chose trop inconcevable. Vous traitez l'affaire avec plus de légèreté, monsieur Holmes, que vous ne le feriez probablement si vous étiez mis en contact personnel avec ces choses. Votre conseil, si je comprends bien, est donc que le jeune homme sera autant en sécurité dans le Devonshire qu'à Londres. Il arrive dans 50 minutes. Que recommandez-vous ? Je recommande, monsieur, que vous preniez un fiacre, que vous rappeliez votre épagneul qui gratte à ma porte d'entrée, et que vous vous rendiez à Waterloo pour accueillir Sir Henry Baskerville. Et ensuite, vous ne lui direz absolument rien avant que je ne me sois fait une opinion sur l'affaire. Combien de temps vous faudra-t-il pour vous faire une opinion ? 24 heures. À 10h demain matin, docteur Mortimer, je vous serai très obligé de passer me voir ici, et il me serait utile, pour mes projets futurs, que vous veniez accompagné de Sir Henry Baskerville. Je n'y manquerai pas, monsieur Holmes. Il griffonna le rendez-vous sur la manchette de sa chemise et s'en alla en hâte, avec sa manière étrange, scrutatrice et distraite. Holmes l'arrêta au sommet de l'escalier. « Juste une dernière question, docteur Mortimer. Vous dites qu'avant la mort de Sir Charles Baskerville, plusieurs personnes ont aperçu cette apparition sur la lande. 3 personnes l'ont vue. Et après cela, je n'en ai pas entendu parler.
Merci, au revoir. Holmes retourna à son siège avec ce regard tranquille de satisfaction intérieure qui signifiait qu'il avait devant lui une tâche à sa mesure. Vous sortez, Watson? À moins que je ne puisse vous aider. Non, mon cher ami, c'est à l'heure de l'action que je me tourne vers vous pour obtenir de l'aide. Mais ceci est splendide, vraiment unique sous certains aspects. Quand vous passerez chez Bradley, pourriez-vous lui demander d'envoyer une livre de son tabac le plus fort? Merci. Il serait bon que vous puissiez ne pas rentrer avant le soir. Je serai alors ravi de comparer nos impressions sur ce problème des plus intéressants qui nous a été soumis ce matin. Je savais que l'isolement et la solitude étaient indispensables à mon ami pendant ces heures d'intense concentration mentale où il pesait chaque fragment de preuve, échafaudait des théories alternatives, les opposer les unes aux autres et décider quels points étaient essentiels et lesquels étaient insignifiants. Je passais donc la journée à mon club et ne rentrais à Baker Street que le soir. Il était près de 9 heures quand je me retrouvais dans le salon. Ma première impression, en ouvrant la porte, fut qu'un incendie s'était déclaré, car la pièce était tellement enfumée que la lumière de la lampe sur la table en était tamisée. Cependant, mes craintes furent vite dissipées, car ce n'étaient que les vapeurs âcres d'un tabac fort et grossier qui me prirent à la gorge et me firent tousser. À travers ce brouillard, j'eus une vague vision de Holmes en robe de chambre, pelotonné dans un fauteuil, sa pipe de terre noire aux lèvres. Plusieurs rouleaux de papier gisaient autour de lui. « Vous avez pris froid, Watson » demanda-t-il. « Non, c'est cette atmosphère empoisonnée. »« Je suppose qu'elle est assez épaisse, maintenant que vous le dites. »« Épaisse? Elle est intolérable. »« Ouvrez la fenêtre, alors. Vous avez passé toute la journée au club, je m'en aperçois. »« Mon cher Holmes, ai-je raison ? » Certainement, mais comment? Il rit de mon expression ahurie. Il y a chez vous une délicieuse fraîcheur, Watson, qui fait que c'est un plaisir d'exercer les quelques petits pouvoirs que je possède à vos dépens. Un gentleman sort par une journée pluvieuse et boueuse. Il revient impeccable le soir, son chapeau et ses bottes toujours luisants. Il a donc passé toute la journée au même endroit. Or, ce n'est pas un homme qui a des amis intimes. Où donc a-t-il pu aller? N'est-ce pas évident? Eh bien, c'est assez évident. Le monde est plein de choses évidentes que personne ne remarque jamais. Où pensez-vous que je sois allé? Vous n'avez pas bougé non plus. Au contraire, j'ai été dans le Devonshire. En esprit? Exactement. Mon corps est resté dans ce fauteuil et a, je regrette de le noter, consommé en mon absence 2 grandes cafetières et une quantité incroyable de tabac. Après votre départ, j'ai envoyé chercher chez Stanford la carte d'état-major de cette partie de la lande, et mon esprit l'a arpenté toute la journée. Je me flatte de pouvoir m'y retrouver. Une carte à grande échelle, je présume. Très grande. Il déroula une section et la tint sur son genou. Voici le district particulier qui nous concerne. C'est Baskerville Hall au milieu. Avec un bois autour? Précisément. J'imagine que l'allée des Ifs, bien que non marquée sous ce nom, doit s'étendre le long de cette ligne, avec la lande comme vous le voyez sur sa droite. Ce petit groupe de bâtiments, ici, est le hameau de Grimpen, où notre ami le docteur Mortimer a son quartier général. Dans un rayon de 5 milles, il n'y a, comme vous le voyez, que très peu d'habitations dispersées. Voici l'After Hall, mentionné dans le récit. Il y a une maison indiquée ici, qui pourrait être la résidence du naturaliste, Stapleton si je me souviens bien. Voici 2 fermes de la lande, High Tor et Fulmere. Puis, à 14 milles de là, la grande prison de Princetown. Entre et autour de ces points dispersés s'étend la lande désolée et sans vie. C'est donc la scène sur laquelle la tragédie s'est déroulée et sur laquelle nous pourrions aider à la jouer de nouveau. Ce doit être un endroit sauvage. Oui, le décor est digne de l'intrigue. Si le diable désirait se mêler des affaires des hommes, alors vous inclinez vous-même vers l'explication surnaturelle. Les agents du diable peuvent être de chair et d'os, n'est-ce pas? 2 questions nous attendent d'emblée. La première est de savoir si un crime a été commis. La seconde est de savoir quel est ce crime et comment il a été perpétré. Bien sûr, si la supposition du docteur Mortimer est correcte et que nous avons affaire à des forces extérieures aux lois ordinaires de la nature, notre enquête prend fin. Mais nous sommes tenus d'épuiser toutes les autres hypothèses avant de nous rabattre sur celle-ci. Je pense que nous allons refermer cette fenêtre si cela ne vous dérange pas. C'est une chose singulière, mais je trouve qu'une atmosphère concentrée aide à la concentration de la pensée. Je n'en suis pas encore venu à me mettre dans une boîte pour réfléchir, mais ce serait le résultat logique de mes convictions. Avez-vous réfléchi à l'affaire? Oui, j'y ai beaucoup pensé au cours de la journée. Quand concluez-vous? C'est très déroutant. Elle possède certainement un caractère propre et présente certaines particularités. Ce changement dans les empreintes de pas, par exemple, Watson, qu'en pensez-vous? Mortimer a affirmé que l'homme avait marché sur la pointe des pieds dans cette partie de l'allée.
Il n'a fait que répéter ce qu'un imbécile a dit lors de l'enquête. Pourquoi un homme marcherait-il sur la pointe des pieds dans cette allée? Quoi alors? Il courait, Watson, il courait désespérément. Il fuyait pour sa vie. Il a couru jusqu'à en faire éclater son cœur et tomber raide mort. Que fuyait-il? Là réside notre problème. Il y a des indices qui montrent que l'homme était fou de terreur avant même de commencer à courir. Comment pouvez-vous déterminer cela? Je présume que la cause de ses craintes est venue vers lui depuis la lande. Si c'était le cas, et cela semble fort probable, seul un homme ayant perdu la raison aurait fui en s'éloignant de la maison au lieu de courir vers elle. Si le témoignage du bohémien peut être considéré comme vrai, il courait en criant à l'aide dans la direction où l'aide était la moins susceptible de se trouver. Et puis, qui attendait-il cette nuit-là? Et pourquoi l'attendait-il dans l'allée des Ifs plutôt que dans sa propre maison? Vous pensez qu'il attendait quelqu'un? L'homme était âgé et infirme. Nous pouvons comprendre qu'il fasse une promenade nocturne, mais le sol était humide et la nuit inclémente. Est-il naturel qu'il reste debout pendant 5 ou 10 minutes, comme l'a déduit le docteur Mortimer de la cendre du cigare, avec plus de sens pratique que je ne lui en aurais prêté? Mais il sortait tous les soirs. Je pense qu'il est peu probable qu'il ait attendu à la grille de la lande tous les soirs. Au contraire, les preuves montrent qu'il évitait cette lande. Cette nuit-là, il a attendu. C'était la nuit précédant son départ pour Londres. La chose prend forme, Watson, elle devient cohérente. Puis-je vous demander de me passer mon violon? Nous reporterons toute réflexion ultérieure sur cette affaire jusqu'à ce que nous ayons l'avantage de recevoir le docteur Mortimer et Sir Henry Baskerville demain matin.